Furieux d'avoir failli perdre le fort de Douaumont, l'ennemi précipita ses attaques. Le 1er juin, jour de la Pentecôte, il se lança sur le fort de Vaux. Fin mai, ce fort avait encaissé chaque jour plus de 8000 obus. Désarmé comme les autres forts en 1915, la caserne bétonnée s'était effondrée et la citerne d'eau potable détruite. Malgré cela, depuis le 1er juin pendant 7 jours, la garnison héroïque, 300 à 650 hommes, du commandant Raynal se défendit pied à pied dans les couloirs de l'ouvrage. Le 7 juin, un groupe de 250 survivants, éreintés, se rendit, épuisé en particulier par le supplice de la soif. Ce fut la reddition. Le commandant Raynal rendit son épée. Les Allemands lui accordèrent tous les honneurs de la guerre. À noter, le 4 juin, le commandant Raynal avait lâché son dernier pigeon, matricule 78 715, qui s'envola en direction du colombier de Verdun avec ce message. Tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. C'est mon dernier pigeon. Ce pigeon accomplit sa mission, mais, empoisonné par les gaz toxiques, il arriva mourant. Une plaque apposée à gauche de la porte d'entrée du fort de Vaux l'atteste. Le 7 juin, le général Nivelle assigna à la citadelle un rôle militaire. Elle doit empêcher l'ennemi de prétendre à la possession de la ville et résister jusqu'à la dernière extrémité, même si l'ennemi occupe Verdun. Aujourd'hui, la citadelle de l'époque n'est plus à visiter. Une autre a été construite. Actuellement, un permis de construire se trouve devant le portail de la citadelle haute, en vue de son ouverture au public. Aménagement des accès, démolition de 2 bâtiments, etc. L'épisode de la tranchée des baïonnettes eut lieu le 12 juin. Que s'est-il passé au juste sur ce bout de tranchée? Les témoignages sont différents. Le 10 juin 1916, un bataillon du 137e régiment d'infanterie fut disposé près des ruines de la ferme de Thiaumont pour faire face au nord, à l'est et à l'ouest. Il était à peine arrivé en ligne qu'un terrible bombardement se déclencha sur ce secteur. Pendant 2 jours et 2 nuits, les attaques se succédèrent sans arrêt à la mitrailleuse, à la grenade. Une 60aine d'hommes tenaient encore au centre, encerclés, prêts au corps à corps, baïonnettes au canon. Ce n'était plus qu'une masse de trous d'obus, sans cesse retournés, et où finalement ces hommes devaient rester ensevelis, sans que personne n'ait pu leur porter secours. En 1919, le colonel de Bonnefoy fit faire des recherches. On trouva une ligne de fusils dépassant de l'herbe, ce qui permit de situer la tranchée. En juin 1920, le secteur fut fouillé. 47 corps furent mis à jour, dont 14 purent être identifiés. Un petit monument en bois fut élevé et remplacé par un autre monument en pierre. Plus tard, un Américain fit aménager la tranchée. On y accède par une allée dallée fermée sur la route par une belle porte en fer forgé. La poussée allemande fut si forte que le 10 juin, les soldats français refluèrent en désordre des hauteurs de Thiaumont en direction de l'abri des 4 cheminées. Cet abri caserne de 70 mètres de long et 4 mètres de large, creusé à contre-pente sous un roc, en bordure du ravin des Vignes, dont les 4 cheminées d'aération sont visibles depuis la route, a été utilisé comme poste de commandement de brigade ou poste de secours pendant la guerre. Le commandement allemand tenta un suprême effort. Ce fut l'offensive du 23 juin, l'une des plus puissantes de celles qui furent lancées contre Verdun depuis l'attaque du 21 février. Les objectifs furent à l'ouest l'ouvrage de Froide-Terre, au centre le village de Fleury, à l'est le fort de Souville. Le 22, l'ennemi progressa entre Vaux-le-Chapitre et le ravin de la Horgne. Les défenseurs de ce secteur furent le 407e régiment d'infanterie. Un monument fut érigé en leur mémoire. Le même jour, un bombardement par obus asphyxiant couvrit tout le plateau Froide-Terre Fleury-Souville. On estima à plus de 100 000 le nombre des obus qui furent lancés. Sur la gauche, les Allemands réussirent à s'emparer de l'ouvrage de Thiaumont. Quelques éléments parvinrent même jusqu'à l'ouvrage de Froide-Terre, mais une contre-attaque immédiate récupéra tout le terrain jusqu'à l'ouvrage de Thiaumont. Au centre, Fleury, ce pauvre village dont il ne reste plus une pierre, fut dévasté et occupé le 23 juin. Un petit monument sur lequel on peut lire « Ici fut Fleury » a été élevé. Sur la chapelle du souvenir est fixée une plaque avec inscription « En hommage aux 48 officiers, 1633 sous-officiers et soldats du 39e régiment d'infanterie qui se sacrifièrent ici le 23 juin 1916 pour la défense de Fleury devant Douaumont. » Dans le ravin des Vignes se trouve le monument aux morts. Le 28 mai 2013, à l'emplacement d'une ferme située au centre du village, furent mis à jour des ossements, rapidement identifiés comme ceux de 26 poilus français.
Seules 7 plaques d'identité sur les 26 ont permis de redonner une identité à ces soldats. À l'emplacement de l'ancienne gare de Fleury devant Douaumont s'élève le mémorial de la bataille réalisé et géré par l'Association nationale des anciens combattants, ceux de Verdun. Récemment, il fut complètement transformé. Sont exposés des souvenirs de guerre, matériel, armes, peintures de scènes du champ de bataille, uniformes, etc. À côté de ce mémorial se trouve une stèle aux morts du 5e régiment d'artillerie à pied. Finalement, le 30 juin, les Allemands furent chassés de l'ouvrage de Thiaumont qui commandait les 2 crêtes de Froidterre et de Fleury, enjeu de cette bataille. Pourtant, le commandement allemand n'abandonna pas tout espoir. Le 12 juillet, les assaillants s'emparèrent de la chapelle Sainte-Fine. On l'appelle le carrefour de la chapelle Sainte-Fine, car avant-guerre se trouvait là une chapelle dédiée à Sainte-Fine, lieu d'un pèlerinage local. Une stèle en marque l'emplacement. Ainsi, ce carrefour avait été un des points précieux de la bataille de Verdun sur la rive droite. Dans ce secteur s'étaient livrés de farouches combats. À partir du 24 octobre, la bataille fut éloignée définitivement de ce lieu. L'espoir renaît alors. Se dresse le monument aux morts blessés symbolisant la résistance des combattants de Verdun et marquant l'extrême avance allemande. Mortellement atteint alors qu'il était en mission en liaison entre Bras-sur-Meuse et la crête de Thiaumont le 1er août 1916, le soldat Fernand Marche du 130e régiment d'infanterie, le coureur de Verdun, se hissa jusque sur un carrefour où il savait qu'un autre coureur passerait par là. On le voit, le bras tendu avec un message à la main. Par la gauche, au carrefour dit de la chapelle Sainte-Fine, la route conduit à Verdun, par les casernes Marceau. Ces bâtiments seront entièrement ravagés par les bombardements en novembre 1916. À cet endroit, il ne reste plus que quelques tombes. La mise en défense de Verdun fut décidée. Cette ville n'était plus maintenant que ruine. Les vieux quartiers du bord de la Meuse, la rue Mazelle, artère principale de la petite ville, la rue Chevert, l'évêché, la porte-chaussée, la rue d'Antoire. Il y avait même un obus qui tomba dans un tas de terreau dans un jardin du faubourg pavé. Le terreau vint se plaquer sur la muraille et sur le soldat, dont la silhouette et même celle de la pipe qu'il fumait se détachèrent ensuite en blanc sur la partie du mur ainsi préservée. Entre le marché couvert à gauche et l'hôpital Saint-Nicolas à droite, le magasin aux vivres BX fut ravagé par les obus incendiaires allemands qui tuèrent des territoriaux français le 3 avril 1916. Un monument fut élevé en souvenir de ces territoriaux. Pendant la bataille de Verdun, beaucoup d'unités avaient cantonné dans le BX et dans les fossés de la citadelle. Malgré toute cette désolation, les hirondelles étaient présentes. Enfin, à droite, les Allemands arrivèrent au fort de Souville le 12 juillet. La garnison de l'ouvrage, une poignée de survivants commandée par le lieutenant Kléber Dupuis, combattant à découvert, les empêcha de progresser. Un monument fut élevé en leur honneur. Pendant cette attaque, les troupes d'assaut pénétrèrent dans les ravins des vignes et de la Poudrière pour tenter de déborder Souville à l'ouest, mais elles furent stoppées par le tir du fort Saint-Michel. Il fallait renoncer de pénétrer dans la grande forteresse avant l'offensive franco-britannique qui avait eu lieu le 1er juillet. Le fort de Souville possédait un dispositif de signaux optiques et un central téléphonique relié par câble aérien avec celui de la citadelle de Verdun et en liaison avec les autres forts de la rive droite. 3 casemates Pamar, du nom de l'inventeur, ont été construites en 1917 pour renforcer la puissance de feu sur le champ de bataille. De nos jours, il ne reste qu'un pan de mur qui en marque l'entrée. Le reste n'est qu'immense entonnoir. Long de 1400 mètres, le tunnel de Tavannes permit à la voie ferrée de relier les forts de Souville et de Tavannes. Il servit d'abri aux soldats lors des bombardements. Le 4 septembre, une grenade explosa à l'intérieur du tunnel, déclenchant une série d'explosions parmi les munitions stockées sur toute la longueur de l'ouvrage. Plus de 500 hommes trouvèrent la mort. Les tombes ont été transférées au cimetière militaire de Duny-sur-Meuse. Le fort de Tavannes fut pris pour cible par les plus puissants canons allemands. Le 7 mai, un obus transperça sa couverture de béton. Le Kaiser était mécontent. On le remarque très bien sur cette image. Ceux qu'il avait appelés pour élaborer le plan colossal ont été sacrifiés. Le général von Falkenhayn, renvoyé pour son échec. Il a bel et bien saigné les Français comme il le désirait, 162 000 tués, mais aussi ses propres troupes, 143 000 morts allemands. Le général von Hassler, le mentor du Koblenz, et bien d'autres. Le Kaiser a dû remettre la direction suprême au maréchal von Hindenburg, celui qu'on appelait le général des lacs Mazur. Il ne s'agit plus de conquérir l'Europe maintenant, il faut tenir. Le 2 septembre, ce maréchal donna l'ordre à l'état-major du Koblenz de suspendre l'offensive de Verdun. Et pourtant, quelques mois avant, radieux, le Koblenz était photographié avec, à sa droite, le sous-lieutenant Rakov,
entrait le premier au fort de Vaux, le capitaine Bulck, aviateur. À sa gauche, le sous-lieutenant Brandis, entrait le premier au fort de Douaumont. Le général Nivelle, à la tête de l'armée de Verdun, voulut dégager le front vers le nord et le nord-est, et surtout de reprendre les forts de Douaumont et de Vaux. Cette tâche fut confiée au général Mangin. Lorrain de Sarrebourg, il avait gagné au Maroc les galons de colonel et venait de gagner en France les étoiles de général. Le 21 octobre, les divisions d'infanterie d'attaque, transportées par camions automobiles et par chemin de fer, montèrent en ligne. Le 24, 3 divisions partirent à l'assaut. La 38e division du général Guillaut de Salins, qui devait enlever les lignes ennemies des carrières de Haudromont au fort de Douaumont. Entre le fort de Douaumont et le ravin des Fontaines devait opérer la division du général Passaga, la 133e que son chef l'avait surnommée la Gauloise. Enfin, la 74e division du général Delardemel, qui devait se situer en face du fort de Vaux. À noter, la division Passaga était répartie en 2 groupements dont l'un sous les ordres du général Ancelin, mais celui-ci fut tué à son poste de commandement de Fleury, 1 heure avant l'attaque. Les rugissements de l'artillerie lourde, qui continuaient sans augmenter le rythme, empêchèrent l'ennemi de se rendre compte de quoi que ce soit. L'opération fut brillamment réussie le 24 octobre. Les marsouins du régiment colonial du Maroc, sous les ordres du commandant Nicolaï, eurent la glorieuse mission d'enlever le fort de Douaumont. Par contre, il faudra encore plus d'1 semaine pour qu'une patrouille du 298e régiment d'infanterie entre dans le fort de Vaux, évacué par les Allemands le 3 novembre. Le président de la République se rendit à Verdun pour remettre au général Mangin, à son poste de commandement à regret, la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. De nos jours, le fort de Douaumont est à visiter. Un monument au 3e bataillon du 74e régiment d'infanterie fut élevé. C'est l'unité qui a perdu 70% de ses effectifs lors de sa tentative pour reprendre le fort au mois de mai. Un ossuaire provisoire de Douaumont fut créé. Devant l'entrée, une impressionnante statue de la Résignation s'y trouve. Le visiteur pénétra dans la baraque où sont déposés et superposés les cercueils contenant les premiers ossements trouvés sur le champ de bataille. Sur l'initiative d'un comité présidé par Monseigneur Guinesti, évêque de Verdun, qui recueillit les fonds nécessaires en France et à l'étranger, l'ossuaire de Douaumont fut érigé sur la crête de Thiaumont. Le 22 août 1920, la première pierre de l'ossuaire a été posée. Le phare, à 4 feux blancs et rouges, et la tour centrale ont été inaugurés en septembre 1927. La cloche de 2300 kg intitulée Le Bourdon de la Victoire est située en haut de la tour de l'ossuaire. Ce monument, complètement terminé, a été inauguré en août 1932 par Albert Lebrun, président de la République. Il réunit les restes non identifiés d'environ 130 000 soldats français et allemands recueillis dans les champs de bataille. Le cloître de l'ossuaire, long de 137 mètres, et les 18 alvéoles contiennent les tombeaux. Une alvéole ou 2 tombeaux de granit recouvrent chacun un caveau contenant 14 mètres cubes d'ossements de soldats inconnus. Chaque tombeau est surmonté du nom du secteur où les ossements ont été retrouvés. Devant l'ossuaire s'étend le grand cimetière national, superficie de 144 380 m², où ont été regroupées 16 142 tombes. Aujourd'hui a été scellée une plaque rappelant la rencontre de réconciliation du 23 septembre 1984 entre le chancelier Helmut Kohl et le président de la République, François Mitterrand. En face du monument aux morts de Douaumont, une modeste stèle fut érigée à la mémoire des disparus du 44e régiment territorial. Plus loin a été créé le monument à la mémoire des Israélites morts pour la France, grand mur sur lequel sont gravées les tables de la loi. En allant vers le fort de Douaumont se trouve un monument élevé par la famille du député de Rambouillet et sous-lieutenant André Thaume, tombé au bois des Corbeaux. Le fort de Vaux est aussi à visiter. Le 12 décembre, le général Nivelle quitta les vainqueurs de Verdun, dont il avait dirigé la victoire, pour prendre le commandement en chef des armées françaises, en remplacement du général Joffre. Celui-ci reçut le titre de maréchal de France. Ce fut le général Guillaumat qui remplaça le général Nivelle à la tête de l'armée de Verdun. Le 15 décembre, le général Mangin organisa une nouvelle attaque pour dégager complètement Verdun. La 126e division du général Muteau enleva Vachereauville et la côte du Poivre. La 38e division du général de Salins a conquis le village de Louvemont et la ferme des Chambrettes. La 37e division du général Garnier du Plessis se heurta cependant à une résistance allemande dans un secteur boisé du bois des Corrières au bois de la Vauche. La 133e division du général Passaga s'élança sur la crête de la Fausse-Côte. Tous les objectifs furent atteints. Le général Passaga, commandant la 133e division, dite la Gauloise, félicita ses troupes.
Après 10 mois de lutte, toutes les défenses avancées étant reconquises, la ville fut dégagée. La bataille était finie. Les pertes humaines furent du 21 février au 30 novembre 1916, côté français, 162 000 tués, dont 216 000 blessés. Côté allemand, environ 350 000 tués, blessés ou disparus.